Je suis très heureuse de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour la rencontre avec François Cassingéna, frère François Cassingéna Trévedi, qui a publié il y a quelques jours un magnifique ouvrage publié aux éditions Albin Michel, Paysans de Dieu. Merci frère François d'être avec nous ce soir. Je suis très heureuse de vous accueillir tous vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors j'en profite parce que je vais faire une petite annonce. Avant notre discussion avec l'auteur, je voulais vous dire qu'à l'issue de cette rencontre, frère François Cassingéna Trévedi va recevoir le prix Écriture et Spiritualité 2024 pour son précédent ouvrage Propos d'altitude, toujours paru chez Albin Michel. Alors avant les agapes et la célébration, nous allons vous célébrer avec votre dernier ouvrage de cette fois-ci, Paysans de Dieu, un magnifique ouvrage. C'est peu de dire que vous nous transportez avec bonheur dans vos terres cantaliennes. C'est votre nouveau havre de paix aujourd'hui, frère François. Vous avez voulu écrire vos propres géorgiques, à savoir précisément la vérification de son évangile à travers ma propre vie de paysan, écrivez-vous. Votre livre fait peu à peu monter un chant de louange, mais lire votre livre, c'est aussi faire l'expérience étrange, mais aussi étrangement rassérénante, d'une ascension et d'un enfouissement, mais peut-être plus encore d'une renaissance. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous infirmez? Tout à fait. D'abord, bonsoir à vous tous. Je suis très ému, pas seulement par votre nombre, mais par le fait qu'il y a beaucoup d'Auvergnats de Paris, donc des connaissances, et puis plein d'autres connaissances. Donc un grand merci à chacun de vous, et c'est très émouvant pour moi. Et vous savez, c'est très dépaysant pour un paysan de se retrouver comme ça en ville, parce que je n'ai plus trop, j'ai perdu en fait l'habitude, et c'est un peu étourdissant de se retrouver comme cela, avec beaucoup aussi le rapport à la parole. Moi qui suis devenu un taiseux, mais enfin, non, rassurez-vous, je sais encore parler. Voilà. Et évidemment, je souscris tout à fait à tout ce que nous a dit Mathilde sur cette renaissance, effectivement, exprimée par le nom de mon village, qui s'appelle Sainte-Anastasie. On ne peut pas trouver mieux. Alors une renaissance, je n'étais pas mort quand même. Non. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle étape. La vie monastique n'est pas un long fleuve tranquille comme notre vie chrétienne. C'est un cheminement et nous allons de commencement en commencement, comme dit Grégoire de Nice, vers le commencement qui n'a pas de fin. Et là, ce qui est certain, c'est que depuis que je suis à Sainte-Anastasie, et j'ai voulu y être, je n'y suis pas par hasard, c'est une nouvelle étape, jusqu'à ma mort. Parce que je pense à la mort, j'ai 65 ans, le cimetière est à 100 mètres de la maison, et je sais que j'y serai enterré, et je veux y être enterré, comme un Auvergnat. Voilà. Pas de naissance, mais de renaissance. Votre livre, alors vous commencez ce livre en écrivant « La page est tournée ». Tout ce qui précède n'était sans doute que préface. Et pourtant, votre préface aura été riche, très riche même. Aussi, comment avez-vous envisagé ce nouvel avenir dans ces terres cantaliennes? Quel a été le déclencheur? Deux choses. Hein. C'est très riche. Alors, commencer un livre en écrivant « La page est tournée », ça peut paraître insolent, mais c'est vrai. Et j'ai eu le sentiment profond que, en m'enterrant, au sens le plus noble du terme, un enterrement volontaire dans le creux de cette vallée de la Lange, qui est comme un sillon dans lequel le grain tombe et meurt pour porter beaucoup de fruits, je l'espère, eh bien, que c'était vraiment la source d'une fécondité. Alors, comment suis-je arrivé là? Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. C'est l'aboutissement de mon histoire monastique, humaine, de mon amour pour l'Auvergne qui est
quasi égal à celui de Dieu. J'ai un amour mystique pour l'Auvergne. Et pour moi, j'ai un assentiment, et je me sens assorti à cette terre. Je n'y suis pas né, mais je la connais depuis 1969. J'ai passé mes vacances au Mont d'Or quand j'étais enfant. Ensuite, j'étais 15 ans à Randolph, près de Clermont-Ferrand. Et puis, la nostalgie. C'est pas rien, la nostalgie. C'est votre deuxième épouse, en fait. Oui. Et le retour dans cette terre, qui s'est précisé en 2015 avec la traversée du Césalie à pied, avec le Cantique de l'Infinistère, et je salue la présence d'Olivier Germain-Thomas parmi nous, qui a été le promoteur de cette route. Vraiment. Et peut-être que sans lui, elle n'aurait pas eu lieu, elle n'aurait pas eu cette importance. Et puis, petit à petit, par les cheminements joyeux, douloureux de la vie, difficile, j'ai voulu aboutir là, à l'extrémité de ce Césalier que je vois dans le rocher de Laval, au-dessus de Neussargues, qui pour moi est le bout du Césalier, dont j'habite au bord du plateau. Alors on reparlera de mon identité bénédictine, qui est toujours là, et qui a comme une roche métamorphique, qui s'est transformée, mais qui est toujours là, autrement. Il y a une association qui s'appelle Éleveurs autrement. Moi, je suis moine autrement. Voilà. Votre livre « Paysans de Dieu » est un journal de bord, mais qui ressemble aussi à un livre d'heures et parfois même à un livre d'oraison. Est-ce que ce livre a été aussi une envie irrépressible de célébrer ? J'aime beaucoup ce verbe « célébrer ». C'est le verbe capital de la liturgie. Quand on célèbre la liturgie, ce n'est pas des rites simplement, on ne fait pas, on célèbre. Et le Concile Vatican II avait beaucoup insisté sur ce verbe « célébrer », l'art de célébrer. Eh bien, je ne fais au fond effectivement que célébrer le quotidien, célébrer le réel, célébrer les êtres, célébrer le temps, célébrer les choses, dans une liturgie quotidienne très simple. Et effectivement, c'est une grande célébration. Est-ce qu'en écrivant votre quotidien, il est arrivé, vous vous êtes vous-même surpris ? Oui. Vous savez, écrire, l'acte d'écriture, ce n'est pas un acte journalistique simplement, c'est un travail, c'est un artisanat qui rejaillit, je pense que ceux qui en ont l'expérience parmi nous seront d'accord, qui rejaillit, qui rebondit sur notre propre vie. Et pour moi, la vie n'est pas achevée si elle ne passe pas par cet aboutissement de l'écriture. Ce qui n'est pas écrit n'est pas vécu. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains. Alors vous avez décidé de prendre une année pour écrire, autant de saisons. Oui. Une année qui va de l'hiver à l'hiver. J'ai une grande propension pour l'hiver. Je suis un hivernal de tempérament, probablement. Et j'aime l'entrée dans l'hiver, l'austérité de l'hiver. L'été, il y a beaucoup de monde à Sainte-Anastasie, on ne peut pas dire. Bon. Il y a des visites, parfois nombreuses. Et là, on retombe dans l'ordinaire des jours, la pluie, le brame du cerf qui vient de commencer. C'est magnifique. La compagnie du brame du cerf. Donc, voilà, ça va de l'hiver à l'hiver, et ça va jusqu'à la nuit de Noël, avec la communion dans la main des paysans dans la nuit de Noël. Et tout ça a été pensé, voulu, et oui, vraiment pensé. Ça vous a fait goûter encore plus. Oui. Et les dernières pages du livre, vous savez, écrire les dernières pages d'un livre, c'est pas facile, comme la première. Et le bon signe, pour moi, en général, c'est lorsque la dernière page me fait pleurer, comme les dernières pages du Cantique de l'Infinistère, qui sont certainement les plus belles pages. Si je devais retenir l'essentiel de ce que j'ai écrit depuis 30 ans,
je pense qu'il y aurait les dernières pages du Cantique de l'Infinistère et les dernières pages du Paysan de Dieu. Voilà. On les lira tout à l'heure. Ce qui est très émouvant et à la fois grave en vous lisant, c'est ce bonheur que vous transmettez d'une certaine forme d'enfouissement, comme je le disais tout à l'heure, un enfouissement qui vous comble. Je vous lis, car la grande affaire n'est point d'être majestueux, mais de demeurer tout bas en conversation avec une majesté. Est-ce que c'est un sentiment profond que vous ressentez, cet enfouissement? Oui. Ça peut paraître paradoxal, alors, mais... L'enfouissement, c'était un maître mot dans les années 70, dans le clergé, mais je lui donne une autre porte, encore qu'on pourrait prendre des leçons. Nos braves aînés, les prêtres de cette génération, qui sont plus trop à la mode, et je pense qu'on devrait reprendre des leçons de cette génération-là. Il y avait un ouvrage qui s'appelait comme ça, Éloge de l'enfouissement. L'enfouissement. Frère J'aime ce mot. C'est un mot évangélique. Si le grain de terre, le grain ne meurt, il reste seul. Donc, il faut qu'il s'enfouisse. Et cet enfouissement, c'est une loi naturelle. Et je le vis comme une loi naturelle, et avec une béatitude sauvage, je dirais. J'ai quelque chose un peu de Monterland. J'ai soif d'un immense retirement. Je pense à cette belle réplique dans le Maître de Santiago. J'ai soif d'un immense retirement. Et j'ai éprouvé cette soif, et je suis heureux de m'ensevelir vivant, et pour vivre, et pour donner de la vie autour de moi. Voilà. Alors la vie autour de vous, elle est quand même assez riche. Elle est très riche, elle est prodigieuse. Riche de relations humaines, de compagnons de route. De relations végétales, animales. Le soir, il y a les chats qui viennent manger à la porte. Il y a Jacques qui vient à toute heure, imprévisible, et qui vient boire un canon. Et on se retrouve comme deux paysans qui tous les deux sentent la bouse qui est omniprésente dans le livre. Oui, tout à fait. Omniprésente. Oui. Je suis désolé. C'est vrai, il y a un côté olfactif qui est très fort. C'est volontairement insolent, mais c'est réel. Oui. Et Jacques qui vient et d'autres. Et j'ai une vie sociale comme jamais je n'en ai eu. Et sans aucune intention ni apologétique, ni conquérante, ni quoi que ce soit, par la grâce de la simple présence. L'être là. Un être là dans la gentillesse, dont on reparlera, dans l'ouverture, dans le service. Je me suis fait le pèlerin des fermes qui m'entourent, et en allant visiter les uns les autres, on a fait connaissance, je suis habillé comme eux, et pas du tout pour la frime, c'est vrai. Il n'y a pas du tout de jeu, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai fait mon trou. J'ai fait mon trou partout. Et les paysans me tutoient beaucoup. Certains disent mon père, mais d'autres me tutoient. C'est François, tu viens traire, tu viens... Et ça, c'est sans prix. Sans prix. Vous avez une nouvelle identité. C'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans votre livre aussi. Vous êtes fier même de dire... Fier, vous parlez de votre casquette. Exactement. La chose dont je suis plus fier, c'est pas d'avoir fait Normal Sup, ni d'être prof à la Cato, c'est de traire les vaches. C'est la suprême promotion. De partager un métier d'homme. Pas un truc éthéré, mais un truc réel. Ça, c'est très très fort. Très fort. C'est le sommet de ma carrière ecclésiastique. Voilà. D'ailleurs, vous le dites, vous dites que vous êtes très fier notamment de votre casquette, qui fait partie de vous, là, oui. Qui fait partie à présent de votre corps. C'est très fort, dire de votre corps. De mon corps. Et je l'avais perdu une fois dans la maison, j'étais très malheureux. Oui, comme votre doudou. Vous auriez pu, oui, c'est ça. Alors j'en ai plusieurs en fait. Il y a le bonnet, il y a la casquette, il faut la nettoyer quand même de temps en temps. Et puis, parce qu'il fait froid, dans le Cantal, l'hiver, il faut déjà mettre le bonnet. Ouais. Et puis vous parlez aussi de vos combinaisons agricoles. Vous avez un petit passage extrêmement croustillant où vous allez à la coopérative. Oui. Voilà. Donc vous dites qu'ils sont vos nouveaux habits de religion, justement. Tout à fait. Donc je vais, pour tout vous dire, à Agricentre, à Saint-Flour, pour ceux qui connaissent, ou à Bric-au-Marché, ou à Allanche, il y a coopérative aussi. Et donc j'ai plusieurs combinaisons, il faut les laver de temps en temps. Et
Et chez moi, dans le corridor, ça sent la bouse. Et ça me rassure. C'est devenu mon odeur sui generis, quoi. Et avec une béatitude profonde. Parce que, comme je le dis, dans ce pays, c'est à cette odeur-là que l'on se flaire, que l'on s'estime et que l'on se reconnaît du même monde sur l'échelle professionnelle et sociale. Voilà. Il y a un très beau passage que je ne retrouve pas malheureusement, mais vous parlez quand vous faites votre lessive, vous étendez votre linge. Oui, dans le jardin. Oui, dans le jardin. Oui, oui, oui. Alors j'étends. Il y a différents effets. Il y a la combinaison agricole. Il y a un t-shirt, c'est marqué « Paysan et fier de l'être ». Il y a 2 t-shirts, c'est « Chasseur du Cantal ». Voilà. Et quand tout ça sèche sur le fil, et je vois mon identité, quoi. C'est assez amusant. Ça vous rassure? Et ça me rassure. Non, non, je suis très fier d'être cantalou. Hein. Farouchement. Farouchement. Ouais. Alors, en plus, donc ce nouvel État, c'est un fait. Aujourd'hui, vous l'affirmez haut et fort. Il y a un personnage omniprésent dont il faut parler parce que elle vous surplombe et vous la travaillez. C'est la terre. La terre. La terre qui est omniprésente dans ce livre. Et pourtant, on vous a connu il y a longtemps, amoureux de l'océan, qui vous a fait écrire 2 ouvrages qui n'étaient pas passés inaperçus à l'époque, Pélagique et Mer en ré mineur, paru aux éditions du Gerfaut. Mais vous écrivez que la mer est devenue pour vous un tourment, un grand tourment même. Expliquez-nous, parce que c'est quelque chose de Alors, la mer surprenant. est toujours présente. Je ne la renie pas. Et au fond, que ce soit l'expérience de paysan du Cantal ou de marin du Croisic, c'est le même instinct fondamental d'incarnation, de propension, de loi de gravité vers l'élémentaire, que ce soit la terre ou la mer, et puis de loi de gravité dans une humanité basique, chaleureuse, vigoureuse. Voilà, c'est ça que j'aime. Alors, ça aurait pu être la mer, effectivement. J'aurais pu me retirer sur Watt et Dick, que j'aime beaucoup, qui sont des lieux magnifiques. Un peu de monde l'été, trop. Et puis, mais quand j'étais enfant, les vacances se partageaient entre le Croisic et le Mont d'Or. Et dans la balance, il se trouve que l'Auvergne a pesé plus lourd. Alors la mer, oui, la mer, je l'aime toujours. Mais peut-être qu'avec l'âge, on aspire à un plancher des vaches, une stabilité. Et puis le Césalier, c'est une mer immobile, énorme. Une mer énorme. Donc, je n'ai pas quitté la mer. Et en partageant aussi le travail des paysans, c'est comme sur un chalutier. Il y a beaucoup de ressemblances entre un chariot de traite et un chalutier. Les mêmes horaires, les mêmes odeurs, la même rudesse. C'est dur. Vous savez, ma vie est dure. Hein. Faut pas s'imaginer que c'est cool. C'est pas baba cool, hein. Pas du tout. C'est pas écolo, baba cool, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas une vie rêvée. C'est une vie dure. Et mon corps le sent. Je suis pas un colosse, hein. Mais je suis à la fois fragile et en fer. Et je sens les rhumatismes, les tendinites. Et puis basta, les paysans le sentent tous. À partir de 65 ans, les parents continuent à aider les jeunes. Et moi, je suis dans la génération des retraités. Mais je me sens très jeune, en fait. Est-ce que c'est parce que vous êtes aussi très bien entouré? C'est différent de vos campagnes en mer que vous faisiez quand vous étiez sur les chalutiers. C'est différent. Les paysans fument moins que les pêcheurs. On boit aussi. Peut-être plus raisonnablement qu'autrefois. Mais les canons, oui, on ne peut pas être paysan sans boire un canon. Mais je trouve quand même très, très raisonnable ce que je connais. Il y en a qui ne boivent rien. Et enfin, l'important, c'est de partager la vie. Voilà. Et puis il y a beaucoup de familles. Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des anciens. Je vois des familles, et ça c'est très beau, avec des jeunes qui reprennent, qui partent en lycée agricole, des filles aussi, presque plus de filles que de garçons. Alors je les aide pour le brevet, pour les questions du brevet, on partage la guerre d'Algérie, quoi donc, je ne sais plus, Hanouille, voilà.
C'est un peu le répétiteur. Le répétiteur. Tiens, ça se- C'est l'homme de peut-être en fait, c'est l'homme intellectuel qui oui, revient mais au qui est galop. toujours là, bien sûr. Mais oui. Et ils en profitent. Ils me disent, tu es un Wikipédia pour nous. Donc, Alors justement, on peut parler de cette vie intellectuelle. Pardon. Vous avez des mots assez forts là-dessus. Oui. Expliquez-nous un petit peu. J'ai créé un endroit qu'elle est morte. Oui. Oui et non. Mais j'ai quand même le sentiment d'avoir passé, être entré dans un âge nouveau d'extrême dépouillement. J'ai vécu beaucoup dans les livres, mais là, je suis loin de toute bibliothèque, de toute librairie. Quand je vois la procure, c'est vertigineux. Mais je n'ai plus la tentation des livres. J'ai plutôt la tentation des objets. C'est très curieux. Les vieux objets, les objets en bois, je touche du bois, les meubles en bois, et j'aime bien, je suis un peu accro avec les brocantes, les vide-greniers, dans les vieux trucs qui traînent dans les fermes, les sièges de traite, les bancs de cantou, les râteaux à foin, les instruments aratoires. Chez moi, c'est un musée de l'agriculture, un peu. Il y a la brocante d'Allange, qui est une immense tentation chaque année, pour ceux qui la connaissent, à laquelle je succombe. Bon. Mais en tout cas, ma vie intellectuelle, elle est... D'abord, je ne peux plus avoir la même parce que je dois m'assumer matériellement. Quand on est en communauté, on se met les pieds sous la table, on ne sait pas trop qui fait la cuisine, combien coûte le fion, ça, on ne sait pas trop. Là, je suis dans le réel. Et je n'ai pas de voiture. Ça, c'est un élément de pauvreté. Vous savez, quand on est à pied, on est un peu comme le brave croquant au pied des seigneurs. Les gens. Et c'est une sorte de pauvreté spirituelle. Je suis sur la route avec ma combinaison, mes bottes, mon bâton. Mais comme tout le monde me connaît, Dieu merci, au bout de 5 minutes, sur la route d'Allange, tout le monde me prend. Non, je porte pas peine, comme on dit. Je porte pas peine, parce que ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Non, je vis des choses très évangéliques, comme jamais je les ai vécues. Alors ma vie intellectuelle, elle est toujours là, parce que je fais des cours à la Cato. Bon, je suis franc, je le fais surtout pour vivre. Mais si je pouvais, je prendrais ma retraite complète. Mais ma vie intellectuelle, c'est l'écriture. Alors, en ce moment, je suis un peu comme les vaches taries. Après avoir écrit Le paysan de Dieu, on va se tarir un petit peu. Et puis après, ça va recommencer, comme les vaches. La vache est extrêmement présente dans le livre. Dans la vie des Cantalous, la vache, c'est sacré. On parlait beaucoup de bouse. Donc ça... Voilà. Mais ma vie intellectuelle, eh bien, je continue à lire, je relis. Vous parlez de votre bibliothèque, quand oui, même. j'ai une bibliothèque, sans doute la plus belle de Sainte-Anastasie, ça sûrement. Et je relis Sophocle, je relis Euripide, je relis Échille, il y a Virgile, le projet de traduction de Virgile qui est toujours là, qui reprend maintenant, après le Mai propre géorgique. Et puis je lis le soir, j'aime bien. Voilà, donc elle est toujours là. Mais elle est, d'une certaine manière, dépassée et décantée dans un âge nouveau. Voilà. Et puis le soir, parfois, je m'endors. Je me mets à lire devant la cheminée, et puis je suis fatigué, et puis je dors. Voilà. Et puis il y a l'office, il y a la vie liturgique, qui est considérable aussi. Il y a un très beau passage dans votre livre. Vous revenez de Paris, justement, oui. Et vous redescendez en train. Et vous dites, quand vous voyez les premiers monts d'Auvergne par la fenêtre du train, vous dites « Transcendance, gravité, paix ». C'est le chemin de ronde et le rempart de ma vie qui se dresse là-bas et dont j'approche une fois encore. Et j'aurai Quelle cette déclaration. Oui. J'aurai cette émotion demain en rentrant, s'il fait beau. Mais quand on a dépassé Vichy et qu'au loin, on voit se dessiner à l'horizon de la Limagne la chaîne des Puits, pour moi, c'est un moment d'émotion, je vous jure, d'émotion mystique. Je lève les yeux vers les montagnes dont me viendra le secours. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ».
Et je sais que ces montagnes, c'est mon lieu. Voilà. Et je les aime profondément par les pieds, puisque je les connais toutes par les pieds. Et que ça change tout. Oui. Alors, revenons aux hommes, parce que c'est vraiment une famille que vous vous êtes constituée. Les liens sont forts, intergénérationnels, petits, grands. Tout à fait. Quel est votre... vous avez le sentiment, vous êtes pris comme un membre de la communauté, de la communauté de la commune, de la famille même. Oui. Est-ce qu'ils vous ont adopté tout de suite? Oui, très rapidement. Ils ont vu que je travaillais. Et que je travaillais de mes mains, parce que j'étais observé certainement quand je suis arrivé. Ils ont vu que je travaillais, que je faisais un potager. Et ça pose son homme de faire un potager, faire un jardin. Et puis que je faisais mon train, comme on dit dans le Cantal, on fait son train. Dans la discrétion, dans... Qu'est-ce que ça veut dire, faire son train? On fait son métier, on mène sa vie tranquillement, on fait son train. Et alors j'ai tissé un réseau de relations. Et les gens du pays, beaucoup me disent, mais tu connais le pays bien mieux que nous. Tu connais tellement de monde. Tu connais tout le monde. Ça frappe les gens. Et c'est vrai que je connais tout le monde. Et ça, c'est très émouvant. Et ça fait chaud au cœur. Non, je me suis fait, comme je disais, le pèlerin dans les fermes, en m'intéressant, en parlant des bêtes, et pas du tout pour de la frime, avec un intérêt réel. J'aime cette réalité profondément, elle m'intéresse. Et je suis même abonné au journal de mon département, enfin il y en a 2 ou 3, mais je suis abonné à l'Union du Cantal, qui paraît 2 fois par semaine, qui est le journal agricole. On a toutes les nouvelles, le cours des bêtes, les vaccins, enfin tout. Je lis ça de A à Z, voilà, avec beaucoup de ferveur. Et puis j'ai tissé des liens en allant travailler, en partageant les tâches les plus humbles, la traite, le nettoyage d'un tracteur, pousser la bouse, pousser le foin devant les bêtes, réparer les clôtures, dans une proximité totale. Et ça m'a ouvert le sésame des cœurs. C'est merveilleux. Alors, je fais partie de certains GAEC, d'une certaine manière, sans être bien sûr inscrit dedans. Expliquez-nous ce que c'est. Un GAEC, c'est un groupement d'activités économiques, pas agricole, c'est une association, ça existe depuis les années 80. Familiale, ou de frères, ou l'époux ou l'épouse, 2, 3, ce qu'on appelle un GAEC. Et je fais partie, comme ouvrier agricole, j'assure un service comme un service de remplacement. L'autre jour, je suis allé traire à Plamonteil, au-dessus de Recoul, et Alain traite tout seul 80 bêtes. C'est énorme, c'est 2 heures de travail, 2 fois par jour. Et puis j'y suis allé, il était content, on s'entend très bien, il ne revient pas de ma capacité, de mon entendement dans l'affaire. Il m'a dit, mais quand tu es là, ça dure 1 heure de moins. Donc je lui ai écrit, je lui ai fait un texto l'autre jour, je dis, jeudi, je viendrai traire avec toi. Et puis après, je reste dîner. Et puis je vais au café à Lanche, chez Anne-Marie, ou chez l'un ou chez l'autre. Et puis on cause. C'est émouvant, comme ça fait du bien, ces microcosmes où tout le monde se connaît. C'est Don Camillo un peu, c'est un peu ça. Mais ça réconcilie avec l'humanité, mais c'est un petit monde qui est un autre monde, dont on n'a plus idée. Combien de temps va-t-il durer comme ça? Mais ce petit monde est un trésor humain. Et j'en suis ici parmi vous, l'ambassadeur. Je veux m'en faire l'ambassadeur. Je ne me voile pas du tout les yeux sur les difficultés actuelles du métier. Je vois bien toutes les histoires de famille, tout ce qu'il peut y avoir. Mais au milieu de tout ça, il y a des valeurs humaines qui sont merveilleuses. Je pense à tellement de figures que je connais, tellement chaleureuses. Et moi, je suis ému d'avoir été accueilli
et par toutes les générations. Oui, vous dites, Toutes vous les écrivez. générations. J'ai à cœur d'ériger un monument à la gentillesse de ce pays. Oui. Alors, c'est un pays taiseux. Monseigneur Soubrier qui en est originaire, pourra corroborer. Un pays taiseux, encore qu'on cause volontiers avec l'accent du pays. Un peu plus quand on tire vers l'Aveyron. Quand on tire vers le Puy-de-Dôme, c'est un peu plus Thérondelle. Voilà. Mais c'est très très émouvant. Très émouvant. Je les aime profondément. J'ai trouvé, c'est terrible ce que je vais dire, j'ai trouvé ma communauté. Sur le tard. Voilà. Alors justement, vous parlez de communauté, je voulais quand même aborder votre vie de religieux. Vous êtes toujours moine bénédictin. On sent de toute façon dans votre livre aussi la présence omniprésente, ora et labora. Vous célébrez, vous louez, vous travaillez donc. Mais vous dites aussi que vous n'aspirez à n'être aujourd'hui qu'un compagnon. Alors, et comment vous vous débrouillez dans ces contours un peu différents? Alors, donc je suis toujours moine, canoniquement, je suis toujours moine de Ligugé, avec un contrat passé entre l'abbé de Ligugé, l'évêque de Saint-Flour et moi-même, qui est renouvelable. Mais je suis devenu sédentaire du pays, je ne suis pas passager dans le pays, je ne suis pas prêté au pays. Je suis un homme du pays, jusqu'à ma mort. Enfin, je ne sais pas comment ça se passera, en tout cas, j'y suis attaché. Et j'ai le sentiment de n'avoir au fond jamais été autant moine peut-être que maintenant. Par les grands fondamentaux qui sont... Alors moine, bien sûr, je disais autrement, d'une manière pas originale. Je suis tout sauf un original. Je ne veux surtout pas qu'on me considère comme un original. Je ne suis pas du tout. Ce n'est pas mon tempérament. Je suis quelqu'un de soumis, de respectueux, des lois, de tout. Et comme je l'ai dit, en même temps, j'ai toujours su être doucement réfractaire à tous les embrigadements. Voilà. Tout en me soumettant volontiers à plein de choses. Mais en gardant mon idée profonde, mon identité profonde, qui est celle de l'enfant que j'ai été, qui a été très tôt un poète. Et quand on est poète, ce n'est pas pour écrire des vers, c'est une affaire de posture existentielle dans le monde. On est poétiquement au monde. Et mon être dans le Cantal est poétique, dans un sens très riche du terme. Alors, je suis toujours moine, mais autrement, avec les fondamentaux. Je lis la règle de Saint-Benoît tous les jours, en latin. Je célèbre les laudes, les vêpres, le milieu du jour, les complis, les vigiles quand c'est les grandes fêtes, parce que je suis fatigué quand même le soir. Bon. Mais c'est l'office monastique, c'est pas prière c'est pas le prière du temps présent, c'est l'office monastique. Chanter. Je chante tout seul dans ma chapelle que j'ai dans la maison. Et je chante tout en latin. Je suis tout sauf un intégriste, mais j'aime le latin, c'est ma langue. C'est naturel, je suis né dedans, c'est mon truc, quoi. Et je chante les psaumes en latin, les antiennes en latin, les hymnes, toutes les pièces de la messe, le Kyrie, l'introïte, tout seul. C'est mon horloge liturgique, à laquelle je tiens mordicus. C'est du solide. Il y a deux solidités. La solidité rustique, une bonne journée, c'est une journée où j'ai célébré la liturgie, et où j'ai trait les vaches. Ce sont deux expériences fondamentales, réalistes, solides, qui tiennent la journée. Je célèbre l'Eucharistie tous les jours dans ma chapelle seigneuriale, si j'ose dire, à l'étage de la maison. Et puis les dimanches, je rends service sur la demande qu'on me fait, en accord avec les paroisses, la paroisse de Murat, la paroisse de Massiac, la paroisse de Rion-Esmontagne, la paroisse de Saint-Flour. Donc je rends service en fait sur 4 paroisses. Je bouche des trous. Et si j'étais libre, je pourrais en boucher encore plus, si ça tenait qu'à moi. Mais je fais ce qu'on me dit. Voilà. Et en tout cas,
Et je vais très loin, jusqu'à 30 km de chez moi. Et donc j'ai une expérience pastorale réelle. Je conjoins l'expérience monastique et l'expérience pastorale. Je fais des baptêmes, des enterrements, des mariages, de confessions, pas beaucoup. Bon. Et j'ai des demandes de baptême qui viennent du fait que je vais travailler avec les paysans. Évidemment. Évidemment. Et quand j'ai fait un baptême, en général, j'en récolte 2 autres. Voilà. En tout cas, j'ai ce fondamental du travail, le travail manuel, parce que être moine, c'est travailler de ses mains, pas simplement de sa tête, mais travailler de ses mains. Et vous savez, c'est austère hein, de faire sa nourriture tout seul. Certains ne font pas ça volontiers. Alors je cuisine un petit peu quand même. J'ai le potager, je fais des conserves, des bocaux. J'ai récolté 10 potirons. Et j'aime ce vivre rural, de ne pas perdre les choses du jardin. Tout ça, c'est très important. Et tout ça, c'est la vie monastique. Alors on en vient à Paysan de Dieu, qui est le titre de votre livre. Vous écrivez, mais en définitive, de quel Dieu suis-je le paysan ? D'un Dieu qui est paysan lui-même. Alors expliquez-nous, parce que ça a une profondeur particulière. Il y a un verset de l'évangile de Jean que j'aime beaucoup. Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Sauf qu'en grec, c'est Géorgos. Ça n'évoque pas de soi la vigne du tout. Géorgos, c'est celui qui travaille la terre, c'est le paysan. Donc, je suis la vraie vigne et mon père est le paysan. Donc, ce que je dis dans le livre, je suis paysan de père en fils. Le père, notre père, qui est le paysan, qui, au jour de Genèse, plante le monde et plante l'homme pour qu'il garde et travaille le jardin, et puis qui plante son fils parmi nous, et qui plante chacun de nous en ce monde pour que nous allions et que nous portions du fruit. Un Dieu paysan, pas un grand Manitou, je ne crois pas à Manitou, non, ça ne m'intéresse pas. Mais un Dieu, j'ose dire, un Dieu qui pousse en nous, qui grandit, que l'on fait grandir en soi et dans les autres. Le Dieu de la vie. Alors le temps avance et il y a 2 choses que j'aimerais évoquer avec vous. Il y a une grande figure qui a été célébrée l'année dernière, que vous évoquez par 2 fois en citant son mémorial. C'est Blaise Pascal. Quelle résonance a eu ce texte ou a ce texte pour vous et pendant le moment de l'écriture aussi? Alors, il y a un rapport extraordinaire au mémorial de Pascal. J'ai rencontré ce texte très tôt, à 13-14 ans. Feu, joie, 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 pleurs de joie. Jésus-Christ, que je n'en sois jamais séparé. Et la rencontre de Pascal a été aussi précoce que celle des tragiques grecs. J'ai eu une enfance très sérieuse. J'ai jamais lu de bande dessinée, quasiment jamais. Je suis quasiment jamais allé au cinéma. J'ai eu une enfance austère. Je suis passé de la classe prépa à la vie monastique sans doute la plus rude. Il m'en est resté quelque chose de gravité, d'austérité qui n'empêche pas le rire, bien sûr. Mais Pascal a tout de suite pesé très lourd. Et ce texte du mémorial, je suis né aussi le 28 novembre, 5 jours après ce 23 novembre, qui est la date du mémorial. Et tous les 23 novembre, je relis, le 23 novembre 1654, si j'ai bonne mémoire, le mémorial de Pascal, et tous les soirs, tous les anniversaires, religieusement, à la même heure, je relis ce mémorial. Et à Sainte-Anastasie, le soir du 23 novembre, je me mets devant la cheminée et entre 10h30 et minuit et demi, je relis ce texte du mémorial. Il n'y a pas que le mémorial, il y a tout Pascal qui, autant du point de vue de l'écriture que de la pensée, est pour moi une source très très forte.
puis c'est un Auvergnat. Alors pour conclure, frère François, est-ce que, j'ose à peine vous la poser cette question, parce que je crois que ce serait, on n'a pas tellement envie d'entendre la réponse, mais je pense que ça fait sens, on en a parlé. Est-ce que ce livre est un livre testament? Je suis tout à fait d'accord. Si je mourais demain, j'aurais tout dit. Je ne sais pas ce que je dirais encore. Et du reste, dans le livre, j'écris à un endroit que je pourrais écrire encore, bien sûr, comme j'ai écrit dans les chroniques du temps de Pest, comme d'autres livres. Mais c'est même plus la peine d'écrire là-dessus. Il vaut mieux écrire sur l'horloge, sur le feu. Et c'est un livre qui fait la paix. Je pense que si vous l'avez lu, ou si vous apprêtez à le lire, c'est un livre qui donne la paix, fondamentalement. La paix avec les choses, avec les êtres, avec le temps, avec soi-même, et qui, au fond, montre petitement que le bonheur, que le bonheur est possible. Un bonheur fragile, bien sûr, mais un bonheur réel. Alors oui, ce livre est un testament, c'est vrai.